Bonjour à tous, je suis un peu en retard, je vous prie de m'en excuser. Stéphane Roubaud, donc je travaille pas très loin d'ici au syndicat mixte du bassin de Thau. Donc c'est l'agglomération qui est autour de Sète. Et ce dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est l'expression de nouveaux services qui s'expriment donc sur ce territoire à travers un dispositif qui est à l'œuvre, qui est en construction, mais qui est bien avancé dans son élaboration, qui est un lab territorial qui a vocation justement à construire les services de demain, des services qu'on appelle territoriaux, des services qui sont portés en direction donc, de la gestion territoriale et des politiques, l'accompagnement des politiques publiques. Peut-être en deux mots vous dire la structure dans laquelle je travaille. Donc le syndicat mixte du bassin de Thau, c'est un peu particulier dans le spectre des syndicats mixtes. On a cette particularité de conduire une politique d'aménagement du territoire qu'on retrouve classiquement dans les syndicats de SCOT ou les agglomérations qui portent ces documents, et dans le même temps l'aménagement, la gestion de l'eau à travers l'animation d'un schéma d'un SAGE, un schéma d'aménagement et de gestion de l'eau. Donc c'est ce qui a fait depuis la création il y a 10 ans de ce syndicat une vision coordonnée en fait de l'aménagement et de la gestion du bassin versant, du bassin hydrographique. S'ajoute à ça le portage récent de la stratégie risque à travers le risque naturel, à travers la SLGRI, schéma de gestion local de gestion des risques inondations. Donc voilà, l'histoire de ce syndicat, de cette structuration des politiques publiques autour de la gestion coordonnée, ça a amené à ce qu'on a décliné depuis maintenant 5 ans, la notion de gestion intégrée, avec un contrat de gestion intégrée. Donc c'est en ça que, on va dire, il y a une originalité dans le portage de ces politiques publiques de manière un peu coordonnée et intégrée. Ce qui nous a amené, c'est aussi pour ça que je voulais vous introduire la présentation par ça, ce qui nous a amené progressivement à intégrer dans nos compétences de l'ingénierie et de la création de services justement dédiés au territoire, c'est-à-dire qu'à côté de la planification, l'accompagnement des actions, la programmation contractuelle, il y a eu tout un volet qui était lié plus à l'ingénierie, porté justement en direction de l'accompagnement des collectivités, les communes, les agglos, etc., pour mettre en œuvre, puisque c'était bien la vocation, mettre en œuvre cette gestion intégrée. Donc voilà, cette introduction étant faite, je voulais vous présenter le projet qui est plus qu'un projet, puisqu'il est très avancé aujourd'hui. Donc au niveau du contexte, on est intégré à une candidature nationale sur les territoires d'innovation, projet PIA, programme d'investissement d'avenir, pardon. Voilà, donc territoire d'innovation, on est candidat sur cette procédure avec la région Occitanie sur la création d'un lab, donc un lab territorial. Alors pourquoi, quels sont les points forts en fait, on va dire, de la candidature? Alors je mets à l'aise tout le monde, qu'on soit reçu ou pas à cette candidature PIA, le lab se fera. On y trouve là une opportunité en fait, d'accompagnement, de labellisation, de la procédure, etc. Mais en fait, ce qu'on a dans le dossier aujourd'hui et ce qui fait les points forts de la candidature, c'est avant tout le territoire, c'est-à-dire que c'est un territoire qui est reconnu aujourd'hui par les scientifiques, par un certain nombre d'acteurs publics comme étant relativement adapté pour faire de l'expérimentation, puisqu'on est sur un territoire qui est petit. Enfin, quand je dis petit, on est sur un petit bassin versant, avec des enjeux qui sont multiples. Alors, contrairement aux grands bassins versants de plaine, etc., on est sur quelque chose qui est assez ramassé, qui est assez compact, avec en termes d'impact des temps de concentration qui sont très courts, de l'ordre de la demi-heure ou 3/4 d'heure maximum. Et puis, bon, vous le savez certainement, un territoire qui est soumis, comme tous les territoires littoraux, à des risques naturels, d'érosion, de submersion, d'inondation par crue soudaine, etc. Une gestion des milieux qui est particulière, puisqu'on a un bassin versant qui se trouve intercepté par une lagune qui est un milieu de transition, un milieu semi-fermé, donc avec des enjeux de maintien d'une qualité qui est quand même particulier. Une activité conchilicole qui rajoute pas de facilité dans la gestion de ce territoire. Une activité touristique et l'activité thermale, première station thermale de France. Voilà, des espaces agricoles qui sont très présents. Hein, quand on voit la répartition entre les terres naturelles, agricoles, artificialisées, on est quand même sur une dominante qui est agricole, malgré tout. Voilà, et puis les activités portuaires. Donc, tout ça pour dire qu'on est, d'un point de vue géographique, d'un point de vue socio-économique, on est sur un objet qui est quand même intéressant en soi,
qui peut profiter justement de cette caractéristique de bac à sable pour l'innovation. Et l'histoire a montré récente qu'il y a beaucoup de sociétés, mais aussi d'universitaires qui sont intéressés pour venir capitaliser du savoir-faire sur ce territoire laboratoire. Donc ça, c'est le premier point. Puis le deuxième point, c'est la structure elle-même. Alors, ce n'est pas pour vanter ce qu'on sait faire, mais c'est juste qu'il y a cette expérience et cette reconnaissance qui est autour du syndicat sur le fait qu'on soit en capacité d'intermédiation entre les différents acteurs, les acteurs institutionnels, scientifiques, j'avais tendance à dire les vrais gens, puisqu'on est aussi dans des instances où siègent les citoyens. Donc c'est intéressant en ça de préciser en fait ce rôle d'intermédiaire, de tiers de confiance qu'est le syndicat mixte, comme ça pourrait être une autre structure, mais il se trouve qu'il y a cette expérience reconnue en matière de gestion intégrée et de gestion partenariale. Je voulais venir juste pour illustrer l'idée qu'on puisse, dans le temps, développer des services innovants en direction de la gestion territoriale, illustrer ce qu'on a pu faire sur... c'est à titre d'exemple, je ne vais pas détailler parce que ça peut devenir vite technique. C'est vous dire quelques mots de ce service qui s'appelle Vigito. C'est un service qui a été développé il y a maintenant 6 ans autour de l'idée qu'il fallait développer des services numériques pour accompagner la gestion des risques sanitaires sur le bassin de Thau, donc on va dire la sensibilité de la conchiliculture, de la pêche, à tout ce qui était activité sur le bassin versant. Donc c'est un programme qui a commencé donc, il y a à peu près 10 ans avec des partenariats techniques, scientifiques. Ifremer a participé, on avait des bureaux d'études et puis des partenariats privés. Donc là, on était vraiment sur une illustration de ce qu'on est capable de faire en matière de mobilisation de moyens, de compétences pour développer des services en direction des acteurs du territoire. Et voilà, alors, je ne rentre pas dans le détail, mais l'idée c'était de développer 2 choses. Un outil qui permette de bien comprendre comment se font les mécanismes de contamination par temps de pluie, pouvoir les maîtriser, faire les adaptations structurelles, c'est-à-dire les investissements sur l'assainissement, sur le pluvial, sur un certain nombre de sujets qui permettent la mise à niveau, et dans le même temps d'avoir un outil d'avertissement au bénéfice des professionnels. Donc cet outil aujourd'hui il est fonctionnel, ça fait 5 ou 6 ans qu'il est fonctionnel. Il est sur 2 jambes, une jambe plutôt structurelle et une jambe plutôt conjoncturelle sur la gestion de crise. Alors à son actif, ce qu'on peut en dire en termes d'économie publique, parce que c'est aussi très d'actualité, hein, la notion des services pour gérer mieux, mais aussi pour faire des économies. On avait un programme de travaux sur le bassin de Thau qui traînait depuis un certain temps autour de la gestion structurelle et qui a mené en fait des coûts qui avaient été estimés à l'époque pour la mise à niveau des équipements et le respect on va dire des conditions d'élevage dans de bonnes conditions, pour une pluie de 2 ans en l'occurrence, sur 200 millions d'euros. Et en fait ces coûts, quand on est allé finement dans le travail de définition des différents mécanismes de contamination, ça a permis de travailler on va dire en délicatesse avec ces conditions d'apport, avec une notion qu'a développée Ifremer, qui est la notion de flux admissible, donc pour pouvoir gérer au mieux les apports des différents points du bassin versant. Et on a diminué de 95 millions le coût. Aujourd'hui, on est sur à peine 20 millions, 19 millions de coûts de travaux qui, du coup, vont être réalisés. Donc on est dans des calendriers, dans des capacités d'investissement qui deviennent possibles. Donc on va dire une adaptation structurelle qui a été permise grâce aux services développés. Donc je ne détaille pas, mais en fait la grande spécificité de cette approche, c'est d'avoir plus couplé sur un même bassin versant tout ce qui était réseau hydrographique. Donc là c'est des compétences spécifiques hein, pour avoir une bonne connaissance du réseau hydrographique, de sa morphologie, de sa dynamique de ruissellement, etc. Avec tout ce qui est expertise dans le milieu urbain, au niveau de l'assainissement et au niveau de la gestion pluviale. Et c'est au prix justement de l'intégration de ces différentes composantes qu'on a pu obtenir quelque chose de robuste en matière de maîtrise des écoulements et des apports polluants à la lagune. Donc je ne détaille pas, ce sont des outils qui ont été développés, on va dire, pour l'occasion. Et ça, c'est ce que je vous disais, c'est l'outil d'avertissement. Donc c'est la manière dont se présente la plateforme Vigito pour les usagers qui sont alors, essentiellement les conchiliculteurs. Donc c'est les coquillages au milieu de l'étang que vous voyez positionnés, qui correspondent en fait aux zones d'élevage.
les zones de pêche, et puis les zones de baignade qui sont aussi présentes sur le Mèze, Bouzigues, etc., qui sont aussi sensibles aux apports microbiologiques. Et donc, il y a à disposition de ces différents usagers une information prévisionnelle à 5 jours sur la qualité, c'est-à-dire la norme d'usage pour les différentes activités sur 5 jours. Donc ça fonctionne. On l'a doublé parce que ça a obligé les usagers à venir sur la plateforme quotidiennement, régulièrement pour estimer en fait s'il y avait un risque ou pas. On l'a doublé d'un système de SMS, de push en fait, qui permet d'obtenir une information poussée donc, par le dispositif pour alerter en cas de problème. Voilà, donc ça c'est pour illustrer. C'est un peu fort de cette expérience qu'on se dit qu'on pourrait multiplier les services au bénéfice d'un territoire, services géographiques, services d'ingénierie, de traitement de la donnée, tout ce qui participe en fait à la plus-value d'un service par rapport à de la donnée brute. Parce que derrière ça, en fait, je ne détaille pas, mais il y a beaucoup de données en flux continu pour obtenir une information fiable sur la qualité des milieux. Donc voilà, c'est cette idée de pouvoir passer d'une logique de service à une logique de plateforme, de développement de services. Donc pourquoi le faire? Parce qu'on pourrait le faire au coup par coup, hein, au projet par projet. C'est cette idée en fait qu'il faut trouver un dispositif qui soit capable de fédérer les initiatives sur un territoire. Il y a la question de la transposabilité, parce que ces outils, quand ils sont développés en one-shot, ils sont difficilement transposables dans d'autres situations. Là, pour prendre juste l'exemple de Vigito, on est sollicité sur Montpellier, mais pas que, pour essayer notamment sur l'étang du Prévost, pour essayer de conduire une démarche à peu près similaire. Ben, ce n'est pas forcément évident, parce que la transposabilité de l'outil, elle n'a pas été réfléchie dès le départ. Voilà, on a fait quelque chose qui était vraiment du sur-mesure. Et quand on est dans une logique de plateforme, une logique de développement de services, il y a certainement un aspect plus générique qui est d'emblée dans le projet et qu'on peut voir apparaître dans ce type de démarche. Il y a la question aussi de la répartition en valeur des gains en valeur, à savoir qu'on peut imaginer que lorsque le service est opérationnel, il puisse y avoir une juste répartition on va dire des gains même financiers. Donc on réfléchit par exemple à des dispositifs de marché type convention de partenariat d'innovation, comme l'a fait la ville de Bordeaux par exemple. Je prends juste cet exemple, c'est pour illustrer. La ville de Bordeaux qui avait besoin d'un tramway nouvelle génération, ils ont passé un deal avec Alstom pour faire de l'alimentation du tramway par le sol, donc pour éviter les fils, etc. Et le deal qui a été passé dans la convention, le partenariat d'innovation, c'est que si ça marchait, bon, ils s'engageaient à acheter le produit, mais surtout, lorsque Alstom allait déployer le dispositif, la communauté de Bordeaux recevait des royalties sur le dispositif. Donc il y avait une espèce d'accord sur, OK, on passe marché, on participe à la prise de risque, mais par contre, si ça marche, eh ben, il faut qu'on en tire aussi bénéfice. Donc typiquement, alors je ne dis pas que c'est le meilleur exemple, hein, mais c'est un exemple de ce qu'on peut imaginer pour obtenir en fait un partenariat gagnant-gagnant entre les acteurs publics, les acteurs privés, le monde de la recherche, etc. Bon, il y a la question très sensible des propriétés, hein, propriété intellectuelle, propriété. Donc on va dire la plateforme permet de gérer ce genre de problématiques. Et puis c'est l'idée qu'on puisse dans le temps entretenir effectivement l'innovation sur un territoire pour effectivement le garder en pointe sur un certain nombre de sujets. Donc c'est cette idée de lab territorial autour d'un lieu, un lieu totem, une communauté qui est structurée, une communauté scientifique, d'acteurs publics, d'entreprises, de grands groupes, etc. Et puis j'allais dire d'usagers, hein, de vrais gens aussi. Et puis un portefeuille de services, c'est ce qui définit quelque part le principe d'un lab territorial. Bon, je passe là-dessus, mais c'est de dire qu'une plateforme d'innovation, donc comme le lab territorial, ça a des activités, c'est-à-dire ça rend des services pour conduire des expérimentations, ça encadre effectivement un certain nombre de sujets, et ça peut nourrir en fait par ces activités justement des expérimentations sur un territoire. Alors là, je ne vais pas les détailler, mais à ce stade, on a une vingtaine d'expérimentations qui sont en projet sur le bassin de Thau, qui sont portées par des industriels, par des chercheurs, par un certain nombre d'acteurs, hein, même des acteurs qui sont des usagers, sur des questions qui ont trait, on va dire, à la transition écologique, donc à la résilience au changement climatique. Donc on a un certain nombre de sujets autour de la viticulture,
de la conchyliculture, du thermalisme, de l'exposition au risque, etc. etc. Je ne sais pas si j'ai d'autres... voilà. Donc je peux peut-être rentrer dans un ou deux détails. Pour vous donner un exemple, on a... C'est plus tellement un secret, il y a un énergéticien qui a un projet donc, de tester le photovoltaïque sur les tantaux, non pas que pour produire de l'électricité, mais surtout pour faire face à une difficulté peut-être vous connaissez le phénomène d'été qu'on appelle la malague sur les tantaux. C'est un phénomène d'anoxie, donc qui amène la colonne d'eau en fait à être privée d'oxygène du fait de la température, mais pas que. Il y a des processus d'emballement qui font que l'été, on a des mortalités massives en fait, des coquillages dans des conditions qui sont anoxiques. Et donc il y a de plus en plus, donc on l'a vu surtout l'été dernier, on l'a vu sur l'étang de Berre l'été dernier alors qu'il ne l'avait jamais vu également. On est sur un processus qui tend à s'accélérer et qui menace clairement la conchyliculture en Méditerranée. Donc on est vraiment dans cette idée de est-ce qu'on maintient cette activité. Donc, si vous posez la question aux conchyliculteurs, ils vont dire on ne se la pose pas la question. Donc il faut trouver des solutions. Donc on est sur cette idée de pouvoir accompagner la résilience des activités sur les tantaux. Donc typiquement, il y a un énergéticien qui est prêt à déployer du photovoltaïque sur une partie de l'étang. Mais ça s'accompagne d'un certain nombre de prérequis. Donc ça veut dire qu'il faut vérifier avec les scientifiques les conditions radiatives d'échange entre l'air et la mer. Est-ce qu'effectivement le coquillage qui est à l'ombre, il aura les mêmes capacités à s'alimenter que celui qui est au soleil? Enfin, voilà, il y a tout un cortège de prérequis à envisager qui justifie en fait de l'expérimentation. Donc on est vraiment dans cette idée, dans cet accompagnement, dans cet esprit plateforme, où on met ensemble des acteurs, des gens qui pourraient tirer bénéfice du dispositif puisqu'ils vont faire de l'électricité avec, et puis d'autres qui vont tirer bénéfice de ce même déploiement, mais pour d'autres effets, d'autres impacts. Et tout ça encadré par effectivement un tiers de confiance qui pourrait être le syndicat, ou en tout cas un consortium qui soit constitué autour de ça. Voilà, je pourrais déployer, on a un certain nombre d'autres sujets. Voilà, je vois le timing qui avance. Alors, je vois qu'il reste un peu de temps. Peut-être je peux prendre un autre exemple et on pourra, dans le temps, dans l'échange, approfondir un certain nombre de sujets. Voilà, on a un autre projet autour de l'irrigation agricole, donc dans la même problématique qui était l'adaptation au changement climatique. De plus en plus d'exploitations s'interrogent sur la viabilité dans le climat méditerranéen en dehors des cultures irriguées. Et c'est vrai que cette stratégie agricole, cette stratégie d'irrigation, elle pose des difficultés puisqu'elle rentre en compétition avec un certain nombre d'autres usages de l'eau. Et donc là, on a un projet en cours avec un opérateur qui fait de la modélisation de systèmes irrigués et qui est intéressé pour réfléchir ces questions de l'irrigation, non pas au parcellaire, puisque aujourd'hui c'est plutôt ça leur métier, donc d'être dans l'accompagnement d'une exploitation, mais de le réfléchir à une échelle de grand territoire et voir comment effectivement, ce modèle d'irrigation élargi sur un territoire est connecté à d'autres besoins. Donc on travaille avec un modèle, peut-être que vous connaissez, qui s'appelle WIP, qui est un modèle en fait, d'allocation des besoins et des ressources de l'eau, donc entre les besoins naturels, les besoins d'eau potable, les besoins d'irrigation. Et donc il y a un vrai challenge à aller sur cette approche intégrée entre les besoins agricoles et les autres besoins, et de les réfléchir sur le tendanciel, voire effectivement sur nos territoires qui sont quand même tout à fait soumis à des pics saisonniers qui sont assez difficiles à gérer, voir comment on peut concilier les différents usages quand on est sur des besoins qui sont souvent exprimés en même temps dans l'année, c'est-à-dire les 15 premiers jours d'août, on sait que c'est là où on est le plus en tension. Donc voilà, typiquement, là aussi, on a clairement une expérimentation à conduire autour, alors c'est plutôt une expérimentation numérique cette fois-ci, autour de la question des besoins agricoles connectés aux autres besoins en eau. Voilà, je pourrais multiplier les sujets. On est aussi sur la question de la submersion marine, avec une modélisation de la submersion du large jusqu'à la rue, en fait, avec BRLI, qui est une société de Nîmes, que vous connaissez certainement.
où on a un partenariat historique sur la question de la submersion marine. Et donc, on travaille avec eux, mais aussi avec le CEREMA, sur comment on fait sur un territoire pour s'approprier le risque de submersion en temps réel et conduire en fait une bonne coordination des PCS, des plans communaux de sauvegarde, avec des informations fiables qui soient capables d'être interprétées. Et je peux vous assurer, pour être un peu au plus près des acteurs de gestion de crise dans les communes, qu'on est très très loin de l'optimisation. Quand vous voyez que, par exemple, c'est une anecdote, mais ça en dit long, quoi. Quand vous voyez que les gens qui gèrent la crise, par exemple sur la ville de Sète, donc ils sont dans les chambres fortes au moment où le plus intense de la crise, ils gèrent en fait l'information avec une application smartphone comme vous et moi, quoi. C'est-à-dire qu'ils disent bah, tiens, il va pleuvoir, ils en sont là, quoi. Donc ils travaillent avec ces outils-là. Donc on est quand même, je pense, il y a de la marge pour aller vers quelque chose de plus optimisé en matière d'avertissement de submersion marine. Voilà, je vous ai donné quelques exemples, mais on est vraiment sur un projet qui est au croisement des compétences entre ce que savent faire et bien faire les bureaux d'études, l'expertise territoriale qui est un peu notre sauce au quotidien, le monde de la recherche qui a quand même beaucoup à apporter, à transférer. Donc pour vous dire, on travaille également beaucoup avec le SAT, peut-être vous connaissez, la Société d'accélération du transfert technologique, l'Accélère, voilà, qui a vu aussi dans cette opportunité l'intérêt aussi de propulser des initiatives qui viennent du monde de la recherche, j'allais dire dans la vraie vie, quoi. Donc voilà, c'est dire qu'on est vraiment sur la notion de communauté d'acteurs et qu'il n'y a pas personne qui tire la couverture à lui. On est dans des expérimentations qui sont encadrées, prédéterminées. Voilà, nous, on y croit beaucoup et de toute façon, je pense qu'on va, donc réponse positive ou pas du PIA, on sera engagé dans ce processus surtout. Voilà. Ok, donc merci pour cette présentation. Donc des questions, voilà. Philippe. Oui, merci. Vas-y. Merci Stéphane pour ta présentation. Donc tu nous as dit que ce laboratoire, c'est un lieu, une communauté, puis un portefeuille de projets. Alors, qui est-ce qu'il y a dedans dans le lieu au niveau ressources humaines? Quelles sont les ressources dédiées, par exemple, aux aspects juridiques, aux aspects de communication? Aujourd'hui, c'est pas complètement arrêté. Donc, nous, on a alors pour le coup, on a un bureau d'études qui travaille sur cette animation, de quoi elle a besoin pour apporter du service à toute cette communauté. Et on est effectivement sur des profils qui sont... donc, il y a des profils techniques, il y a des profils juridiques, et puis surtout, il y a des profils de management de l'innovation. Et ça, c'est un métier, en fait. Et on se rend compte que... Enfin, nous, on ne l'a pas nécessairement, hein, c'est pas notre ADN, quoi. Donc il y a ce que tu dis sur le juridique, mais il y a aussi cette animation particulière des processus innovants. Donc on est voilà, en termes d'équipe, les besoins de fonctionnement, il y a moins de 5 personnes. Donc c'est une communauté, équipe. Communauté, équipe, c'est la même chose ou pas, non? Non, je parle de l'équipe d'animation. L'équipe d'animation. Et après, il y a la communauté qui constitue la plateforme, qui est là pour le coup, on rentre, on sort, c'est voilà, au gré des projets. Très bien. D'autres questions? Une fois. Il y a plusieurs questions, parce que quand je dis la dernière question, c'est fini, mais là, on a la possibilité d'avoir plusieurs questions. Voilà, quand même, merci. Et justement, dans cette équipe d'animation, si je suis là, si ça marche, si vous arrivez à grandir, etc., est-ce que les profils des chefs de projet du Master SILAT sont des profils qui vous intéressent? Et est-ce que ce sont des profils importants pour vous, des chefs de projet géomatiques? Qu'est-ce que vous attendrez d'un chef de projet géomatique si vous en embauchiez un? C'est une bonne question. Alors, je ne suis pas assez spécialiste du cursus SILAT pour apprécier voilà, si c'est adapté. Mais je pense que oui, parce qu'on a quand même des collaborations historiques. Voilà.
Mais c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est que l'expertise géographique, on y revient toujours en fait. C'est-à-dire qu'on se rend compte qu'on peut s'éloigner pour des questions très techniques. On peut s'éloigner de la connaissance sur la donnée, on va dire sur les aspects morphologiques et physiques. Et on se rend compte que nécessairement, quand on va vers des modélisations qui sont de plus en plus fines, etc., on se repose toujours la question de la donnée, de sa fiabilité, de son actualisation, la maîtrise du flux, etc. Et de la source. Enfin, voilà. Et donc, l'expertise en fait, des spécialistes comme ceux du Master Silat, c'est évident que de toute façon, je ne dis pas qu'il n'y aura que ça, mais c'est forcément utile. Très bien. D'autres questions? Ah, vas-y. C'est plus une question de jeu d'acteurs, parce qu'il y a énormément d'acteurs en fait sur ces projets-là. Quand on voit un projet sur le thermalisme ou les risques naturels, également divers profils. Et donc là, comment vous arrivez à gérer à 5 ces défis-là? Parce que finalement, il y a des contractualisations ou des gouvernances à mettre en place à travers ces grands défis. Donc, je ne sais pas comment vous gérez ça. Aujourd'hui, enfin, j'aurais tendance à dire c'est une formalisation de ce qu'on, entre guillemets, on fait déjà un petit peu. Enfin, c'est un peu notre quotidien. Donc là, à ce stade, au syndicat, il y a 2 personnes, on va dire, qui sont principalement dédiées à ce genre d'animation de projet. Donc les aspects contractuels. Donc le fait qu'on ait ce contrat de gestion intégrée, ça nous a obligés à être un peu dans ces questions de gouvernance, de pilotage, de jeu d'acteurs, effectivement. Donc, et puis il faut avoir en tête quand même que on est sur des processus ouverts. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de piloter ces projets de manière un peu autoritaire. On est sur quelque chose où chacun... c'est aussi ça, quand je parlais de management de l'innovation, ces systèmes d'open innovation, ils sont particuliers. C'est-à-dire qu'il faut être suffisamment souple aussi pour laisser la liberté à chacun de venir sur ces projets, d'en repartir au moment où ça l'intéresse. Donc je suppose, enfin on l'a pas l'expérience encore, mais je suppose que c'est pas aussi dur, aussi prégnant qu'une gestion de projet, au sens où il y a un chef de projet, il faut qu'il amène d'un point A à un point B avec toutes les contraintes d'organisation, etc. Là, on est sur un modèle qui est plus ouvert, qui est plus détendu en fait en termes d'implication. Et il me semble, alors peut-être je me trompe, mais que c'est peut-être moins prégnant. Donc merci Stéphane pour la présentation, merci beaucoup. Et puis on va passer à la suite.